La semaine dernière, dans Tu pousses le bouchon. T'as entendu, Roger? Paraît que les Grecs philosophaient sur le vin. Ouais, ça confirme bien ce que je pensais des Grecs. Je t'ai vu à la dégustation, Brandon. T'as craché du Margaux, sale petite ordure. Mais non, c'est pour pouvoir profiter de tous les vins. C'est toi qui comprends rien, sale pochetronne. Avec la bouche, je peux sentir, je peux goûter, je peux toucher. Ah, Umberto, votre bouche est un super terminal nerveux. Salut, moi c'est Maurice et tout de suite on commence une mini-série de 6 vidéos pour démystifier les bases de la dégustation du vin. Quel que soit votre niveau préalable, j'ai préféré partir de zéro afin de vous munir du kit de survie du pisteur de Pinard. Pour les plus avertis, il y a des chances que vous trouverez quand même de quoi vous mettre sous la dent et j'espère que vous me pardonnerez les quelques raccourcis pour rendre cet art accessible au plus grand nombre. Mais trêve de baliverne et rentrons dans le vif du sujet avec les 3 étapes bien connues de la dégustation, la robe, le nez et la bouche. Vous allez me dire, ce ne sont pas 3 étapes, ce sont 2 parties du corps et un vêtement. Peut-être, mais on va quand même commencer avec la robe. La robe, c'est comme pour les chevaux, c'est le petit nom qu'on donne à la couleur du vin. La couleur, et pas seulement. En fait, il s'agit d'en distinguer tous les aspects visuels. Mais pourquoi diantre regarder le vin? Est-ce que ça suffirait pas de le boire? Je vous rassure, le but ultime reste de le boire. Même si, dans les dégustations professionnelles, on crache. Mais étant donné que les êtres humains ont la vue plus développée que n'importe quel autre sens, il serait dommage de s'en priver pour apprécier ce qu'on a dans le verre. Si on y réfléchit, on exerce un contrôle visuel sur à peu près tout ce qu'on mange. Dans la vitrine d'une boulangerie, on observe avec envie les plis du feuilletage avant de choisir son croissant ou son pain au chocolat. Chez le fromager, on regarde si le camembert est crémeux ou bien fait, selon comme on le préfère. Et pour le vin, surprise! Aucun autre critère de sélection que l'étiquette et le sourire du caviste. D'où le besoin naturel d'y jeter un œil. Lorsque je dégoupille un bandol, je ne m'attends forcément pas à la même chose que lorsque j'ouvre un centenaire. Son origine, qu'on appellera son appellation, définit une zone géographique où le raisin a été vendangé et où le vin sera produit. Chaque appellation d'origine protégée, ou AOP, implique aussi des normes de production qui résultent en un style unique et reconnaissable. Si mon bandol de Provence et mon centenaire de Bourgogne avaient la même robe, j'en déduirais rapidement que l'un des deux a un problème. Et c'est bien là le plus dur à enseigner. Pour pouvoir tirer des conclusions d'une robe, mieux vaut savoir à quoi s'attendre. C'est pourquoi je vous propose, pour cet épisode et le suivant, une grille élémentaire à partir des principaux critères d'observation, la couleur, l'opacité et la transparence, la viscosité et la brillance. Allez, on écarquille. La couleur, c'est le cliché de dégustation le plus répandu qui donne lieu à tous les fantasmes divinatoires. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. Pour faire simple, elle permet de jauger de l'état d'évolution d'un vin. Mais pour en arriver là, il faut déjà avoir une petite idée des types de raisins qu'il compose. Il en existe des milliers qui ont chacun des qualités distinctes et qu'on appelle les cépages. Je vous conseille de retenir le mot cépage car il risque de revenir souvent dans la conversation. Que ce soit en rouge ou en blanc, différents cépages se traduisent par différentes couleurs. On fera un épisode dédié au rosé. Donc si vous êtes disposé au rosé ou névrosé du rosé, pensez à vous abonner. Et puis si vous préférez le vin jaune ou la clairette de Die, vous pouvez toujours vous abonner, c'est gratos et puis ça nous aide bien. Selon les régions, on utilise donc soit un seul cépage, soit plusieurs dans ce qu'on appelle un assemblage. Et c'est l'assemblage d'une appellation qui détermine une robe typique pour les vins de cette origine. Very good. Colossal. Pour reprendre l'exemple de notre bandol et de notre centenaire, la couleur à la sortie de la cuve n'a absolument rien à voir. Sombre et généreux, il a grandi au soleil. Et lorsqu'il est musclé,
Il fait tourner la tête des filles. Pas de doute, le Bandol est un gars du sud. Son assemblage est généralement composé de Mourvèdre et d'autres cépages comme la Syrah ou le Carignan qui lui confèrent une robe d'un rubis profond. Dans un style différent, le Centenay est originaire de Bourgogne et uniquement composé du cépage Pinot Noir. Comme Miley Cyrus, le Pinot Noir est connu pour ses robes légères. Au contraire de Miley Cyrus, le Pinot Noir est aussi connu pour son élégance. Au moment où on verse un vin, il s'agit donc de comparer sa couleur avec la typicité de son terroir et à partir de là, d'extrapoler sur les variations. Mais c'est pas non plus un drame si on n'en a pas la moindre idée. On peut toujours s'amuser à jauger son évolution en partant du principe que les robes évoluent toujours dans la même direction. Dans leur jeunesse, les vins blancs sont pâles avec des reflets verts, puis ils gagnent légèrement en couleur en vieillissant et prennent des teintes dorées, voire orangées. Pour les vins rouges, ils présentent des reflets violets lorsqu'ils sont jeunes, qui tirent vers le rubis et s'éclaircissent avec le temps. Quand ils sont très vieux, leur couleur se rapproche de celle de la brique, voire de la tuile. On dit alors qu'ils sont tuilés. Ils vont te foutre des briques rouges. Mais le rouge c'est aussi la couleur du vin, mon vieux. Pour un vin conservé dans de bonnes conditions, cela signifie qu'on pourrait, pour peu qu'on ait une idée de la région ou du type de raisin, déterminer l'année où il a été produit. Ce vin a 23 ans. Autre terme important à retenir, l'année de production d'un vin s'appelle son millésime. Il est généralement mentionné sur l'étiquette. Le mot millésime fait aussi référence aux conditions météorologiques de cette année en question qui auront un impact sur la qualité du vin et donc également sur son évolution dans le temps. Mais attention, tout sera faussé si le vin en question a été conservé au chaud, à la lumière, s'il avait un bouchon défaillant ou même des problèmes d'oxydation avant la mise en bouteille. En une goutte. Pour les débutants, je propose donc de commencer par se renseigner sur l'origine du vin, son appellation, puis sur la date de naissance du vin, le millésime, afin d'en déduire l'apparence de sa robe. Selon son appellation, quel devra être son assemblage? L'intensité de sa couleur est-elle typique pour ses cépages? Si c'est un jeune vin rouge, a-t-il des reflets violets? Ou s'il est vieux ou abîmé, il sera forcément tuilé. Même chose pour un jeune vin blanc, au reflet vert, qui lorsqu'il est vieux, devient doré. Voilà qui vous donne déjà 2-3 notions à siroter d'ici notre prochain rendez-vous où on complétera cette grille d'observation. D'ici là, portez-vous bien et buvez bon. Now the smoke is clearing on the plywood stage. Hats off, I'm fearing I'm an awful sight. Now where's your magic wand and sparkling light?